Donc, bonjour tout le monde. Merci, merci d'être là pour notre cinquième Midi Inspirant. On va commencer notre petit mot d'introduction dans quelques minutes. Donc, on a démarré la rencontre. Donc, voilà, on vous revient dans quelques petites minutes. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Encore, on va se donner un petit temps encore. On va laisser les gens qui terminent leur avant-midi pouvoir se connecter. Après ça, on va pouvoir démarrer le tout. Donc, encore une petite minute ou deux pour laisser les gens rentrer, puis on va pouvoir lancer le webinaire. Donc, on va lancer ça, on va commencer ça tranquillement. Les gens vont pouvoir se joindre à nous, euh, en fait, quand ils vont pouvoir se connecter. Donc, bienvenue à ce cinquième Midi Inspirant. C'est vraiment un super beau projet qu'on a lancé l'année dernière qui fonctionne super bien. On a une super belle réponse, beaucoup de participants. Donc, c'est une formule qu'on aime beaucoup. Donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu la mécanique en intro, là, comment on va fonctionner pour le webinaire. Donc, en fait, d'entrée de jeu, vous allez avoir la présentation à la fin. Donc, un courriel qui va vous être envoyé vers 11h50, midi 55 avec vraiment le PowerPoint et un sondage qu'on vous demanderait de compléter. Ça nous permet de s'améliorer vraiment dans ce qu'on vous offre, toujours vous offrir quelque chose de meilleure qualité. Si vous avez des questions pendant la conférence, je vous invite à utiliser l'onglet Q&A qui est juste en haut de votre écran. Vous pouvez poser votre question, puis on va pouvoir y répondre à la fin de la conférence. Sinon, si vous voulez interagir, vous pouvez tout simplement là, utiliser l'onglet Conversation. Donc, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc voilà, en fait, je laisserai Vicky partir avec la présentation un petit peu de ça et Héloïse va pouvoir prendre la balle par la suite.
Bonne conférence. Ben, merci Félix. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. C'est comme une entrée scolaire après les petites saisons estivales, les vacances et autres. On reprend notre routine de midi inspirant. Et je vais aussi vous parler à la fin. On revient aussi avec des matins inspirants maintenant, combinant la portion RH et la portion PAE. Euh, Comme on prend le temps de vous offrir, je pense, du beau contenu, des belles réflexions. On aime aussi quand même prendre un petit topo, 5 minutes, pour vous présenter aussi ce que c'est Brio RH PAE. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un volet programme d'aide aux employés qui touche le volet post-trauma et médiation. Tout ce qui est gestion stratégique RH, que ce soit des analyses de climat organisationnel, soutien au plan de relève et autres. La formation, on a un catalogue bien étoffé qui a été bonifié cet été. On parle de plus de 70 pages de contenu. Le coaching de gestion, le développement organisationnel, l'évaluation du potentiel et tout ce qui touche votre recrutement, la chasse de tête, l'accueil et l'intégration. Sans plus tarder, je n'irai pas plus loin. Ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est vrai, j'ai sauté une étape. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vicky Champoux, je suis directrice et associée de Brio PAE. Je me promène entre les deux organisations. Je soutiens l'équipe, mais je suis beaucoup très présente auprès des gestionnaires RH pour les différents enjeux, surtout en lien avec la santé psychologique, disciplinaire et autres. Fait que ça me fait plaisir pour ceux qui ne me connaissent pas d'établir ce premier contact et j'espère qu'on aura la chance d'échanger un peu plus. Fait que je cède la parole à Héloïse pour débuter cette belle présentation et je vous reviens à la fin. Donc, merci d'être là en grand nombre encore une fois. Je suis vraiment excitée de vous parler du sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet que je convoite depuis mes tout débuts, depuis mes tout débuts d'année universitaire, de carrière professionnelle chez Brio. Je me présente, Héloïse René, ça fait 13 ans que je suis chez Brio. Je fais partie des meubles, comme on peut dire, puis j'imagine que vous m'avez peut-être déjà vu. J'ai fait d'autres midis inspirants. Voilà, je commence tout de suite avec le contenu parce qu'on a évidemment très peu de temps puis on veut être en mesure de vous en transmettre le plus possible. D'ailleurs, Félix le disait là, dans les sondages, on prend la peine d'entendre puis vous souhaitez toujours qu'on puisse aller plus en profondeur. Malheureusement, c'est court, mais on va tenter d'aller le plus possible en profondeur. On parle de l'influence de la personnalité dans les relations de travail. En fait, mon objectif aujourd'hui, là, juste pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est de vous faire comprendre à quel point connaître sa personnalité et connaître et comprendre la personnalité des gens qui nous entourent a une importance dans nos actions, dans nos réactions, dans nos comportements, dans nos émotions. Donc, c'est ce qui influence les relations de travail. Donc, oui, c'est de mieux comprendre ou connaître ce que c'est la personnalité, le concept en soi, les modèles qui l'entourent, mais aussi d'aborder la connaissance de soi, le contrôle de soi, la connaissance de l'autre, la conscience de l'autre, sous un avenue de s'assurer que ce soit plus gagnant-gagnant, que ça améliore l'efficience au travail, puis les relations de travail. Donc, voilà l'objectif, juste pour qu'on soit bien campés, tous sur la même longueur d'onde. Donc, au niveau du déroulement de la formation du Midi inspirant, en fait, c'est quoi la personnalité? Donc, on va y aller quand même direct au point, de se donner une définition, de se doter de ça ensemble. En deuxième lieu, le modèle empirique que je préconise pour mieux comprendre la personnalité. La connaissance de soi et le contrôle de soi, je vous l'ai dit, c'est un avenue que je souhaite explorer avec vous ce midi. Les compétences des leadership de demain. Donc, vous n'allez pas être surpris avec une des compétences que je vous parle particulièrement parce que je vous en ai parlé dans le dernier Midi inspirant. Donc, pour ceux qui y étaient, un petit rappel à l'ordre ici. Les défis organisationnels et dans le fond, et la personnalité jumelée à tout ça dans les organisations. Puis, de faire connaissance, dans le fond, ensemble, de techniques, de pratiques qui fait en sorte qu'on va entretenir des meilleures relations de travail. Donc, voici le plan de match pour aujourd'hui, qui est quand même bien laborieux. Donc, en fait, en passant, juste pour pas que vous soyez surpris, la collaboration de Vicky a été insérée vraiment à dernière minute. Donc, le contenu principal, c'est moi qui l'aborde. Et à la fin, elle va se joindre à moi là, de par son expertise et sa connaissance là, de la réalité des organisations pour venir bonifier la formation de ce midi.
Donc, c'est quoi la personnalité? Quelques définitions. En fait, ce qu'il faut en comprendre, je peux vous lire juste la première définition, les caractéristiques de la personne qui contribue à sa manière habituelle et distinctive de se sentir, de penser, de se comporter. Donc, en fait, la personnalité, c'est un tout. Hein? On a des traits de personnalité, mais la personnalité en soi, c'est un tout. Ça nous compose et c'est de la façon qu'on va exprimer de manière la plus constante possible, la plus stable et la plus durable dans le cadre de notre existence. Donc, par exemple, si j'agis d'une telle façon dans un contexte donné ou dans une situation précise, ça ne veut pas dire que ma personnalité en est ainsi. La personnalité est vraiment plus un concept d'une tendance, de quelque chose, comme je disais, qui est stable, qui est durable dans le temps, pour lequel on peut prédire un peu notre comportement, nos émotions ou la façon qu'on va se sentir parce que globalement, on réagit de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose qui est plus global, qui est plus habituel, qui est plus stable, mais qui est très distinctif. Donc, on a une unicité de la personnalité. Chaque individu a sa personnalité propre et même des jumeaux jumelles, par exemple, ont leur personnalité distincte. Là. Fait que c'est vraiment unique en son genre pour chacun des êtres humains. Donc, voilà, on se dote d'une définition. La fameuse question, est-ce qu'on a deux personnalités? Premièrement, ça s'accorde bizarre quand on voit personnalité au pluriel, mais il semble que c'est étrange juste de le voir comme ça. Donc, est-ce qu'on a une personnalité au travail? Est-ce qu'on a une personnalité plus dans notre vie personnelle? Même en entrevue d'embauche, j'ai souvent des candidats qui m'ont dit « Oui, mais à la maison, je suis comme ça, au travail, je suis comme ça. » Ou quand je fais passer des tests de personnalité, ils me disent « Héloïse, est-ce que tu veux que je réponde comme je suis à la maison? C'est un test de personnalité, je ne suis pas toujours pareil au travail. » En fait, on n'a qu'une seule personnalité. C'est important de bien comprendre, ça l'aide à comprendre le concept de la personnalité quand on prend conscience qu'on n'a qu'une seule personnalité. La personnalité, c'est la manifestation de nos traits de personnalité. Donc, la personnalité est un tout, les traits de personnalité le composent, puis on le manifeste d'une quelconque façon. Par contre, en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction du contexte, du niveau d'aisance, de l'autre aussi, parce que l'autre, sa personnalité a un impact sur nous, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va l'exprimer de manière un peu différente, parce qu'on va y mettre des efforts ou même des contre-efforts pour soit agir comme on se l'attend de nous ou, par exemple, respecter une attente d'un gestionnaire ou parce qu'un collègue est beaucoup plus extraverti puis qui nous intimide à ce moment-là, on va réagir ou manifester notre personnalité différemment, mais ça ne veut pas dire qu'on a deux personnalités. Donc oui, évidemment, dans notre vie personnelle, ça fait tant d'années qu'on est dans le même bulle familiale, probablement qu'on exprime beaucoup plus aisément notre vraie personnalité. Mais on n'en a qu'une. Après ça, la formation d'aujourd'hui, c'est de vous aider à l'exprimer de manière plus honnête et authentique, autant dans le milieu de travail qu'à la maison, tout en ayant quand même une conscience de soi et une conscience de l'autre. Donc voilà, on n'a qu'une personnalité. Modèle empirique pour mieux comprendre. Donc, on va aller juste avec un petit peu de théorie. Je ne veux pas vous étouffer avec tout le concept de la personnalité. C'est quelque chose que j'ai étudié pendant des années à l'université. J'ai continué à l'explorer à l'intérieur de ma carrière professionnelle. C'est complexe. C'est vraiment très complexe. Les tests de personnalité, c'est complexe à interpréter, à administrer. Se comprendre soi-même aussi est une complexité. Donc, mon but n'est pas de vous l'exprimer dans ses fins détails, mais peut-être de comprendre un peu quel modèle peut nous aider à mieux saisir les indicateurs comportementaux qui en ressortent. Donc, entre autres, l'expression de la personnalité, comme on le disait tout à l'heure, une habitude, une tendance, c'est des traits qu'on exprime à travers soit peu d'efforts ou beaucoup d'efforts de contrôle. C'est des patterns, dans le fond, qui sont constants dans nos comportements, nos pensées, nos sentiments. C'est des tendances de base qui perdurent tout au long de la vie. Par contre, évidemment, on change à travers certaines expériences. Donc, la théorie nous dit qu'avant 35 ans, notre personnalité est encore en train de se moduler et de se forger. On a quand même des traits, mais qui sont plus ou moins bien définis parce que c'est l'apprentissage qui nous fait cheminer aussi là-dedans. Donc, après 35 ans, il y a quand même une grande stabilité au niveau de la personnalité et de ces traits qui la composent. Puis, ça permet de distinguer les individus des uns des autres. Donc, c'est sain et c'est même agréable que chacun ait leur personnalité et leur unicité là-dedans.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir un ou des traits de personnalité qui nous distinguent? En fait, ça veut dire c'est nos forces, c'est nos faiblesses, c'est nos limites, c'est nos points de vigilance et ils sont vraiment différents d'un individu à un autre. Les traits en soi, dans le fond, c'est un inventaire, puis c'est ce que le modèle empirique nous donne, c'est un inventaire de nombreux traits de personnalité pour lesquels ils s'expriment à des niveaux différents, donc l'ensemble de ces traits-là s'exprime à des niveaux différents chez chacun des individus, ce qui fait en sorte que ça compose notre profil de personnalité. Donnons un exemple pour juste vous l'imager. On a, par exemple, le trait de personnalité de l'impulsivité. C'est un trait que certains vont avoir très fort et d'autres très faible. On a un trait de personnalité de la chaleur. Mais c'est un trait, pour certains vont l'avoir très fort, d'autres très faible, d'autres dans la moyenne aussi. Donc, c'est cette variation-là de chacun des traits qui distingue, dans le fond, le profil de personnalité. Je vais vous l'exprimer de manière plus claire avec le modèle empirique que je veux vous parler. Les traits de personnalité versus les réactions contextuelles. C'est important de distinguer ça. Il y a des gens qui peuvent croire, par exemple, qu'un individu a un trait de personnalité stressé, par exemple. La vulnérabilité au stress est un trait de personnalité. Mais si on la positionne dans un contexte, par exemple, d'une compétition sportive où est-ce que la médaille d'or provinciale ou même canadienne est en jeu, bien, probablement que cet individu-là va vivre du stress de manière très contextuelle qui est tout à fait normale, mais que dans son quotidien, il ne vivra pas ce niveau de stress-là si, par exemple, il va prendre une randonnée de vélo. Donc, la réaction contextuelle ne veut pas dire absolument qu'on a ces traits de personnalité-là dans notre profil de personnalité. Ça veut juste dire qu'en fonction du contexte, ils sont vraiment mis en évidence à ce moment-là. Donc, nos traits de personnalité, juste pour se le rappeler encore, puis l'avoir bien en tête, c'est une tendance, c'est une moyenne, c'est quelque chose qui est plus durable dans le temps et non très spécifique à un contexte ou à une réaction précise. Donc, le modèle empirique, c'est le que je préfère, que je vous recommande et qu'on utilise, entre autres, dans nos évaluations, dans nos coachings de gestion, dans des approches de connaissance de soi, d'introspection, même au niveau de certains enjeux de santé mentale. Ça peut être vraiment intéressant d'aller travailler au niveau de la connaissance de soi pour exercer un meilleur contrôle. C'est le modèle du Big Five de Goldman, qui a été développé initialement en 1981, puis qui a été repris par d'autres auteurs là, un peu plus tard pour le remoduler et le développer davantage. Donc, ça relève d'études empiriques, puis ça permet de définir, dans le fond, une espèce de base pour lesquelles on a défini l'ensemble des traits de personnalité potentiellement exprimés par l'ensemble des individus. Donc, cette recherche empirique-là nous a permis de faire, bien, tout individu a un peu de tel trait, de tel trait, de tel trait, de tel trait, donc qui compose l'ensemble de la théorie à différents niveaux. Puis on a été capables de mettre vraiment des mots précis sur chacun des traits qui nous permet là, d'exprimer par la suite la personnalité, par exemple, via la psychométrie ou via certaines interventions, de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus délicate. Donc, on le retient par les acronymes Océan ou Canoë. Donc, le Big Five veut dire 5 grands domaines de la personnalité. Puis après ça, d'autres études ont divisé ces domaines-là en différentes facettes de la personnalité ou traits de personnalité. Donc, si on suit le océan, donc on va débuter avec l'ouverture. Fait que je vais juste les aborder avec vous un petit peu ce midi pour que vous compreniez qu'est-ce que ça compose, la personnalité. Donc, ça compose ces 5 grands domaines-là, l'ouverture. L'ouverture, dans le fond, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture à la curiosité intellectuelle, l'ouverture à la créativité, à l'imaginaire, au changement, aux émotions. Donc, l'ouverture proprement dit, dans sa conception très large de la chose, avec différents traits, dans le fond, de personnalité qui s'orchestrent à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est un des domaines de la personnalité selon l'étude de Goldberg.
On a la conscience. La conscience, souvent j'en parle, conscience de soi, conscience professionnelle aussi, parce qu'à l'intérieur de ça, on a davantage des traits qui font référence à ce qu'on s'attend un peu des gens dans le milieu professionnel, comme la confiance en soi. Donc, il y a une certaine conscience au niveau de sa confiance en soi, et c'est un trait de personnalité d'avoir plus ou moins confiance en soi. Le sens de l'organisation, qui est souvent recherché chez la majorité des employeurs. C'est une capacité quand même à mieux travailler dans un environnement plus structuré et plus organisé. Bien, il y a des gens qui ont ce trait-là et d'autres moins. On a entre autres aussi l'ambition professionnelle, l'autodiscipline, la réflexion, l'analyse. Donc, on voit que c'est plus des compétences, des traits de personnalité, je dirais, un peu plus profonds en tant que tels qu'on recherche là, sur le marché du travail. Ensuite, on a l'extraversion. L'extraversion, c'est la capacité à entrer en relation, par exemple au premier abord ou au niveau de la chaleur, au niveau du travail d'équipe, au niveau de la capacité à être en relation avec les gens, puis que ce soit dynamique, que ce soit attractif, que ce soit stimulant, positif. Évidemment, la majorité d'entre vous ont une meilleure idée quand même de ce que c'est l'extraversion. L'agréabilité, donc l'extraversion, on entre en contact avec les autres. L'agréabilité, on construit un lien avec les gens, donc un lien de confiance, un lien d'altruisme, de générosité. On est capable d'entretenir, dans le fond, cette relation-là. Il y a des gens qui sont très bons pour être extravertis, entrer en contact, peut-être pas aussi bons pour maintenir une relation, être en écoute active, être attentionné ou sensible à l'autre. Donc, c'est deux domaines qui sont différents pour lesquels ça peut s'exprimer différemment dans notre personnalité. Et le dernier, le névrosisme, je ne veux pas que vous pensiez qu'on émet des diagnostics de névrose avec ce domaine-là. C'est juste que ce que ça détermine dans le modèle, c'est que le névrosisme est la façon que je vais me contrôler ou exercer un contrôle de moi dans des situations difficiles, complexes, tendues, émotives. Donc, par exemple, là-dedans, on a l'anxiété, la vulnérabilité au stress, la colère, l'impulsivité et d'autres traits là, qui s'arriment davantage à ce domaine-là. Donc, voilà pour un peu plus de contenu théorique sur la personnalité. Donc, la connaissance de soi et le contrôle de soi. En quoi la connaissance de soi devient un avantage concurrentiel? On en parle quand même beaucoup, hein, l'introspection, d'être capable de se remettre en question, de se connaître. En quoi ça devient un avantage? Bien, j'ai le goût de vous faire le parallèle, comme je l'ai décrit dans la présentation. Quand tu occupes tes fonctions de ton poste, qui veut être compétent? Qui veut comprendre et connaître ce qu'il fait? Qui veut savoir comment être plus performant? Ben, tout le monde, en tout cas, à mon avis, va lever la main à ces questions-là. Bien, c'est aussi des clés, ou la connaissance de soi est aussi une clé, en fait, pour être plus performant, pour se sentir plus compétent, pour mieux comprendre ce qu'on fait puis de la façon qu'on l'opère. Donc, souvent, les gens vont dire: ah, je vais aller prendre une formation là-dedans. Ah, j'ai de la difficulté à exercer, par exemple, telle tâche ou j'ai de la difficulté, tu sais, dans la gestion de projet ou des choses comme ça. Je vais aller prendre la formation. C'est excellent. On va se sentir plus compétent. Théoriquement, on va apprendre des choses, puis on va apprendre certaines méthodologies, fonctionnements ou peu importe. Mais qu'est-ce qui est aussi important, c'est que si jamais ça fait plus partie d'un trait de personnalité, puis que finalement, c'est difficile pour moi de m'affirmer, donc de gérer une équipe, c'est ce qui fait que c'est difficile la gestion de projet. Ou c'est plus difficile pour moi de gérer mon anxiété. Je suis en anxiété de performance, donc peu importe quelle formation je vais prendre, je vais toujours m'auto-imposer une certaine pression. Ben, peut-être que ça peut valoir la peine d'aller travailler sur la connaissance de soi, comprendre ses traits, avoir une conscience de ça et d'être en mesure de la faire évoluer. Je vous disais tout à l'heure que c'est assez stable après 35 ans. Ça ne veut pas dire que c'est fini, là. Tout changement est possible au niveau de la personnalité. Par contre, ça nécessite la connaissance de ces traits-là et ça nécessite une capacité d'introspection puis d'être en mesure de travailler le contrôle de soi à l'intérieur de ça. Donc, la connaissance de soi, c'est une clé du succès au travail. Puis c'est aussi une clé des meilleures relations de travail. Parce que là, je vous donne un exemple dans la gestion de projet, mais ça peut être aussi avec mon collègue, par exemple, dans la façon que j'arrive ou pas à être sensible face à lui. J'ai certains gestionnaires qui vont être
ultra sensibles, voire même trop. Puis ça fait en sorte qu'ils ne sont pas en mesure, finalement, de gérer adéquatement leur équipe parce qu'ils ont trop de sensibilité et de subjectivité, par exemple, dans leur prise de décision ou dans la façon qu'ils interviennent auprès de leur équipe de travail. Donc, en prenant conscience de ça, puis en travaillant sur cet élément-là, bien là, ils sont en mesure de diminuer les efforts puis les contre-efforts aussi, parce qu'il veut donc faire les choses différemment. Il va aller chercher, par exemple, des formations sur le leadership, sur la gestion, tout ça, mais il n'a pas compris de où ça partait. Puis ça part, par exemple, dans mon exemple, de la sensibilité aux autres, qui est un trait de personnalité, puis qui va nous permettre, dans le fond, de faire réellement changer les choses là, par un travail sur soi. Donc, justement, on avait la connaissance de soi, mais le contrôle de soi, c'est aussi une clé du succès. Ça nous permet de mieux comprendre nos réactions. Donc, la connaissance, c'est la base. Donc, on apprend à voir, ben, c'est quoi finalement mon profil de personnalité. Entre autres, les tests psychométriques peuvent être un bon outil pour le faire. Donc, je vais essayer d'apprendre à mieux me connaître. Je me regarde aller un peu. Oui, ça peut être une bonne façon de faire. Puis, tu sais, de prendre des notes sur nos réactions, nos comportements, ça nous donne des indications. Puis, on est plus attentif à soi, donc on se connaît mieux. Mais évidemment, par exemple, des outils psychométriques peuvent nous permettre de vraiment clairement établir notre profil, puis de cibler sont où nos forces qui vont venir pallier à certains éléments, mais aussi nos points de vigilance qui sont peut-être à travailler. Quand on utilise, par exemple, on repose le tout sur le contrôle de soi, c'est d'arriver, malgré son profil, malgré ses traits de personnalité, à exercer une certaine maîtrise supplémentaire de nos réactions. Par exemple, j'avais une personne en coaching un jour qui me dit, ben moi, je suis colérique, Héloïse, puis apprends-moi à gérer mes équipes avec ma colère. C'est un trait que j'ai. Ouais, on va faire les choses un peu différemment. Quand on tombe en connaissance de soi, on est en acceptation, mais quand on arrive dans le contrôle de soi, on est plus en ouverture de dire comment je peux maîtriser davantage cette colère-là. Donc, d'une part, de l'accepter, mais après ça, de la travailler pour faire en sorte que, oui, avec beaucoup d'efforts au départ, mais éventuellement, avec moins d'efforts, ce trait-là devienne moins dominant dans ma personnalité. Donc, il y a différentes façons de travailler le contrôle de soi, entre autres, une meilleure conscience de ses déclencheurs émotionnels. Donc, par exemple, en intervention, ce que je fais souvent, c'est d'aller évaluer quels sont ces déclencheurs-là. Donnons l'exemple que j'ai pris de la colère, mais quel va être le déclencheur de la colère ou le déclencheur de l'impulsivité chez cet individu-là? Parce que c'est distinct. On est unique en notre genre, on l'a nommé au début. Donc, à ce moment-là, quel va être ses propres déclencheurs? Puis juste de les nommer, juste d'en prendre conscience. Après ça, c'est beaucoup plus facile d'exercer un contrôle sur celui-ci. Une fois qu'on connaît, on est capable de comprendre puis d'agir. Compréhension de ses motivations. Ça aussi, les motivations ont un très grand impact sur la manifestation de notre personnalité. Puis si on se connaît mieux, on va être capable de mieux contrôler nos motivations. On va se positionner dans des situations qui vont nous permettre d'être plus motivés parce qu'on comprend ce qui nous motive, ce qu'on recherche, parce que notre personnalité nous stimule à aller vers quelque chose. En fait, les traits de personnalité, le profil de personnalité, c'est un peu l'expression de nos besoins en tant que tel. Donc, si j'ai besoin de créativité, parce que ça fait partie d'un de mes traits, j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de m'exprimer, de nommer, bien, probablement que j'ai beaucoup de motivation en lien avec ça. Donc, plus je me connais, plus je peux contrôler, dans le fond, ce dans quoi je vais m'engager pour rehausser mes motivations. Un gestionnaire ou un employé motivé a un impact sur l'efficience au travail. Ça le pousse à agir. Le développement de l'intelligence émotionnelle, je vais vous en parler un petit peu plus tard, fait que je ne pousserai pas trop là-dessus, mais c'est aussi une façon, dans le fond, dans la connaissance de soi, dans les traits de personnalité, on a deux éléments qui est plus émotif, plus au niveau des émotions, qui est la sensibilité envers l'autre et la sensibilité envers moi-même. Puis pour certains, les deux sont très élevés, pour certains, les deux sont très faibles. Des fois, on a un diapason un peu différent d'un côté ou de l'autre. Mais de développer cette intelligence émotionnelle-là nous permet d'un meilleur contrôle de soi. Parce que, par exemple, mon individu colérique, probablement, pour certains, que c'est parce qu'il ne s'écoute pas assez, puis un jour ou l'autre, ça l'explose. Bien, si il est capable de développer son intelligence émotionnelle, puis de mieux saisir justement ses déclencheurs, ça va l'aider après ça à travailler sur son indice de colère.
L'alignement entre les actions et les valeurs. Parce que notre profil de personnalité est aussi un peu basé sur, je l'ai dit tantôt, nos motivations, mais aussi nos valeurs. C'est nos besoins. Puis une valeur, souvent, on exprime ça comme un besoin. Donc, c'est j'ai un besoin de m'exprimer, j'ai un besoin d'analyser les choses, j'ai un besoin de respect, ou etc. Donc, plus on comprend nos besoins, plus on est capable d'exprimer aussi nos objectifs de valeur, puis de se positionner dans des milieux qui le correspondent clairement aussi, ou de les exprimer aussi de manière plus claire et de travailler sur nos valeurs fondamentales. Puis aussi, j'oserais ajouter, ça nous permet de vivre moins d'incongruence ou d'incompréhension. Des fois, on ne se comprend pas soi-même. On se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Des fois, ça arrive où je deviens émotif tout d'un coup, puis je ne comprends pas pourquoi, mais je suis donc envahie. Mais c'est probablement parce que je ne me connais pas assez et je ne me comprends pas assez, ce qui fait en sorte que je ne suis pas capable de les exprimer clairement, ces besoins-là, ces valeurs-là, qui sont issus de ma personnalité et de mes traits. Puis, réflexion et ajustement, dans le fond, la connaissance de soi, mais le contrôle de soi nous amène une auto-réflexion, de l'introspection aussi, une auto-évaluation, puis ça permet de s'ajuster. Ce qui est nécessaire aussi dans les relations de travail. Si c'est juste, par exemple, mon expression et ma manifestation de ma personnalité sans considérer celle de l'autre, puis que je n'ai pas de réflexion puis d'auto-évaluation face à ça, je risque d'avoir des conflits. Je risque de générer de la colère ou de l'incompréhension de la part de mes collègues. Donc, voilà pour le contrôle de soi. Il y a un autre, je m'en vais un petit peu partout là, avec ces diapos-là, mais je tenais à vous parler de la fenêtre de Johari. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment intéressant à utiliser avec vos employés, si vous êtes des gestionnaires, ou même dans une équipe de travail, d'être capable de se questionner sur quel est mon espace public. L'espace public, c'est ce que moi je sais et ce que l'autre sait aussi de moi. Donc, tu sais, on parle de connaissance de soi ici, dans le fond. Donc, mon espace public, c'est du connu. Je sais que j'aime m'exprimer en public et les gens en sont très conscients parce qu'ils apprécient aussi ça de moi et ils le nomment haut et fort. Ça, c'est mon espace public. Après, on a l'angle mort. L'angle mort, c'est particulier. C'est ce que les gens savent de moi ou disent de moi que je ne sais pas. Et ça, l'angle mort, pour certains, il est très grand. T'sais, des fois, c'est quelque chose que quelqu'un va être capable de dire à un tiers, mais va avoir de la difficulté à me dire moi-même parce que j'en suis pas moi-même conscient. Lui, il sait, par exemple, que je suis, disons, impulsive, mais moi, j'en ai pas encore pris conscience. Mais cette personne-là le voit très bien, il le vit très bien que je suis très impulsive. Donc, des fois, ça peut être très confrontant, cet angle mort-là. L'idéal, c'est de demander. Hein, on voit l'action qui est indiquée de demander c'est quoi les angles morts. Donc, d'être curieux et faire même de l'introspection sur la connaissance que l'autre a de nous peut être vraiment très révélateur et une belle source d'apprentissage. L'espace privé, c'est mon espace, c'est mon jardin secret. C'est ce que les gens ne savent pas de moi, mais que moi, je connais de moi. Chacun a leur petit jardin secret. Pour certains, il est très petit parce que c'est des gens qui peuvent vraiment beaucoup exprimer sur leur personnalité, sur qui ils sont. Et pour d'autres, leur jardin secret est immense parce que la timidité les amène à se créer une bulle un peu plus grande. C'est bon de prendre conscience de l'autre aussi. Quelle est la grandeur de son jardin secret? Quel est son espace privé? Pourquoi il la maintient? Ou est-ce qu'il y en a besoin aussi de ce jardin secret-là? Tu sais, des fois, on peut être un peu intrusif. Si moi, je suis super extravertie, l'autre est introverti, je vais certainement aller sans même m'en rendre compte, vouloir aller dans son espace privé ou son jardin secret alors qu'il n'en est pas prêt et ça peut créer des tensions, ça aussi. La zone mystère, c'est la zone vraiment étrange que je ne connais pas et que l'autre ne connaît pas. Mais moi, c'est ma zone favorite. C'est la zone où est-ce qu'on a un potentiel inexploitable ou inexploité de se découvrir. L'autre nous observe, puis nous, on découvre. Donc, à travers les changements, les expériences, les situations de la vie, des contextes particuliers, c'est là qu'on découvre cette zone mystère-là, qui tout d'un coup, soit devient dans notre angle mort, soit devient dans notre
notre espace public ou même notre espace privé. On apprend à se connaître. C'est une zone de connaissance de soi, une zone de connaissance de l'autre aussi pour l'autre qui nous observe. Mais c'est vraiment intéressant, toutes les occasions qu'on peut avoir dans une vie d'aller diminuer finalement cette zone mystère-là par de belles expériences et des apprentissages. Voilà pour la fenêtre de Jouari. Comprendre ses motivations, je vous fais juste un petit topo à ce sujet-là. Dans le fond, c'est que la motivation, ça réfère à l'ensemble de nos forces qui déclenchent le comportement ou les changements de comportement qui apparaissent chez l'individu. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que souvent, en coaching, les gens vont dire, bon, ben, je vais travailler sur tel élément qui est difficile pour moi, qui est un point de vigilance, ou en connaissance de soi, en introspection, faire comme, ah, ça, c'est dur pour moi, tu sais, je vais travailler là-dessus. Mais en fait, on peut aussi décider de travailler sur nos forces puis nos motivations. Ça peut aussi être, je dirais, une bonne porte d'entrée pour les gens que c'est trop menaçant peut-être d'aller vers l'introspection, vers les points de vigilance et tout ça, bien, d'aller vers de l'introspection de nos forces, d'aller vers de la valorisation de ce que je recherche puis ce que je reconnais comme étant fort chez moi, puis de me positionner, dans le fond, au cœur de ces motivations-là. Donc, j'ai repris les 5 grands domaines de la personnalité. Puis, juste pour vous exprimer, si c'est quelque chose, dans le fond, qui est très fort chez vous, c'est une motivation que vous allez voir se déclencher dans votre quotidien ou dans votre réalité. Donc, dans le névrosis, c'est la recherche de l'évitement des situations. C'est particulier, mais dans le fond, les gens qui ont un névrosis très fort, donc par exemple de l'anxiété, de la vulnérabilité au stress et tout ça, bien, c'est des gens qui vont éviter les situations. Ils n'iront pas beaucoup dans leur zone mystère, ces personnes-là, parce qu'ils vont préférer être dans la protection. Ils vont préférer probablement éviter de se mettre dans l'eau chaude, de se situer dans une zone d'inconfort, vont être davantage en train de s'autoprotéger. Mais c'est correct de reconnaître ça et de se respecter là-dedans. L'extraversion, c'est recherche des rapports sociaux, recherche de changement, recherche de défis. Ça, c'est nos extravertis qui ont besoin de ça. Fait que si vous apprenez à comprendre vos équipes, là, si par exemple dans vos équipes, vous avez quelqu'un que vous semblez croire que le névrosis est plus présent, ben je ne serai pas si prêt pour la confronter, pour la mettre en situation de vulnérabilité, puis lui rendre la vie difficile. Puis si j'ai quelqu'un que l'extraversion est vraiment très fort, ben je vais pas l'isoler chez lui en télétravail avec aucun contact. C'est probablement certain qu'on ne maintiendra pas des bonnes relations de travail et qu'il y a un risque de le perdre au sein de l'équipe. Ouverture, c'est la recherche de complexité et de l'inconnu. Donc, les gens là, qui aiment ça se lancer dans le vide, qui aiment ça ouvrir les horizons, qui aiment ça essayer des nouvelles choses, qui vont avoir l'esprit hyper fertile, bien, ces gens-là, j'ai besoin de les solliciter, j'ai besoin de les impliquer. Donc, là aussi, si je ne leur donne pas ce qu'ils recherchent, bien, il y a un risque dans les relations de travail. L'agréabilité recherche d'un esprit de solidarité, un désir d'aider, de contribuer. Ça, c'est les gens qui ont l'agréabilité très fort. Il faut qu'il y ait des liens significatifs. Il ne faut pas juste qu'ils soient en relation, il faut qu'il y ait des liens significatifs. Il faut qu'ils sentent qu'on est solidaires, on est ensemble, on collabore, on s'entraide. Ça va faire une différence. Donc, s'il est dans une équipe où est-ce que personne ne se parle, où est-ce que chacun fait à ses choses, qu'on divise le travail, qu'on le sectionne, puis qu'on ne crée pas un esprit de communauté autour de ça, il y a un fort risque que ça ne lui convienne pas. Conscience de soi, c'est la recherche de l'accomplissement et du désir de se conformer socialement. Donc, c'est quelqu'un qui veut constamment se dépasser. C'est quelqu'un qu'on lui fixe un objectif, va faire tout pour le surpasser, l'atteindre, aller plus loin. Donc, c'est nos ambitieux. Ils ont besoin qu'on les stimule par rapport à ça. Donc, de mieux comprendre quels sont le domaine de la personnalité, quel est le domaine de la personnalité qui est le plus présent chez vos employés, va vous aider à travailler leur motivation au travail, puis à faire en sorte aussi d'éviter des situations risquées ou relationnellement difficiles avec eux, parce qu'on prend conscience de c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, qu'est-ce qui va créer la motivation professionnelle ou au travail chez ces individus-là. La compétence des leaders de demain. Vous ne serez pas surpris, ceux qui étaient au dernier Midi Inspirant que j'ai animé, l'intelligence émotionnelle.
On parlait des émotions, on parlait de la gestion du stress, mais surtout des émotions et de l'intelligence émotionnelle des leaders de demain. Je vous le ramène encore parce qu'on le voit à travers les études, on le vit, je le vis aussi à travers les coachings, la réalité du marché du travail. Les gens ont besoin que les leaders aient une intelligence émotionnelle développée. Le fait qu'on est tous uniques en notre genre et le fait qu'il y a un désir de diversité et d'inclusion, donc c'est d'accepter cette unicité-là de chacun. On a besoin d'une intelligence émotionnelle chez les gestionnaires. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de comprendre, de gérer et d'utiliser ses propres émotions et celles des autres de manière efficace. Donc, ce n'est pas de absolument considérer à 120% toujours les émotions de tout le monde, mais c'est juste de les considérer, de les comprendre, de les utiliser, de les gérer de manière efficace. Fait que si on s'y concentre beaucoup trop, ça ne veut pas dire qu'on est en train de travailler l'intelligence émotionnelle ou cette compétence-là chez le gestionnaire. Donc, le mot efficace est important. Par contre, il faut les comprendre, les gérer, les utiliser. Un leader en contrôle de soi. Fait que oui, il y a l'espace pour l'autre dans l'intelligence émotionnelle, la considération des émotions de l'autre, de sa réalité, de son unicité, de sa personnalité, de ses besoins. Mais il y a aussi, dans l'intelligence émotionnelle, le contrôle de soi. Donc, moi, est-ce que justement, je suis capable de me comprendre, de comprendre mes réactions, puis d'être capable d'être en contrôle de ça quand les situations se passent et quand j'ai à gérer mon équipe avec toute leur diversité et leur unicité. Donc, le contrôle de soi, ça l'inspire, ça rassure, puis ça motive les troupes. Fait que c'est une compétence qui est nécessaire pour rallier, pour faire en sorte que nos équipes aillent bien. Un leader qui se connaît peut parvenir plus efficacement à connaître la personnalité de ses équipes en étant plus attentif aux indicateurs comportementaux. Quand je ne suis pas toujours en train d'essayer de me contrôler ou d'essayer de combattre certains traits de ma personnalité, je suis plus attentif à l'autre, puis je peux être en mesure de mieux comprendre ce qui se passe autour de moi au lieu d'être toujours en train de combattre moi-même. J'ai mis cette petite diapo-là juste pour vous faire comprendre que la personnalité ne s'exprime pas juste par nos comportements, par les émotions, mais aussi par notre non-verbal. Puis ça a un fort impact chez l'autre, la façon qu'on va aborder cet individu-là. Si, par exemple, j'arrive avec mon regard de tigresse enragée, bien, probablement que déjà, la personne, dans son profil de personnalité, dans ses traits, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, de se protéger. Donc, est-ce qu'elle va être en ouverture? Est-ce qu'elle va être en attestation du changement? Probablement pas. Même chose quand on est heureux, de bonne humeur, en train d'exprimer sa joie, c'est contagieux. Donc, de prendre conscience que quand on regarde ces images-là, bien, c'est la même chose quand on regarde le non-verbal du gestionnaire ou de l'employé, d'y être attentif, soit à ce qu'on dégage ou à ce que l'autre est en train de nous transmettre par une facette, une façon de transmettre sa personnalité qui est le non-verbal. Comment tout ça influence les relations de travail? Je vous parle rapidement, dans le fond, de trois façons d'influencer un peu le travail en lien avec la personnalité. Il y a la théorie de l'adaptation personnelle, c'est de dire, ben, est-ce que les tâches que j'ai confiées à un individu correspondent à ses traits de personnalité? Est-ce que je suis en train de le mettre en mode échec ou est-ce que je suis en train de le mettre en mode succès? Fait que ça, c'est une façon aussi de se concentrer un peu plus sur la personnalité et de s'assurer de créer un arrimage. Théorie du leadership transformationnel, on en parle depuis quand même plusieurs années du leadership transformationnel, c'est d'être en mesure d'adapter son style de leadership, puis je vous en ai parlé d'ailleurs au dernier Midi Inspirant, d'être en mesure de moduler et de modifier son leadership en fonction justement des besoins des gens que j'ai autour de moi. Donc, mieux je connais la personnalité de mes équipes, mieux je vais être en mesure de l'exprimer. Puis, modèle de la comptabilité des personnalités, dans le fond, c'est que si je mets des gens dans une équipe de travail sans trop comprendre et connaître leur personnalité, je risque peut-être de créer des frictions inutiles. Donc, avant de former un groupe, un comité, une équipe de travail, des gens qui vont manœuvrer sur un même projet, est-ce que je peux permettre au moins d'apprendre à mieux les connaître, de eux apprendre à mieux se connaître, puis de voir si je suis en train de créer des flémèches ou des conflits potentiels, ou si au contraire, c'est des équipes qui s'arriment bien et qui vont être performantes.
Donc, les défis organisationnels et la personnalité. Donc, il y en a quand même plusieurs défis organisationnels en ce moment, puis ce n'est qu'une mince liste, hein, évidemment. L'ensemble des organisations, on le vit là, avec nos clients. Vicky le vit au PAE aussi. C'est des années qui ne sont pas simples. C'est des années que la gestion est quand même complexe. Et entre autres, il y a différents défis organisationnels. Je ne sais pas, Vicky, si tu voulais en parler ou si tu Parfait. veux que. Ouais, vas-y. Certainement. Je vais faire du pouce, puis tu pourras compléter. Ça me fera plaisir, Héloïse, parce que, comme on dit, tu as travaillé quand même très fort sur le contenu de la présentation. Je trouve ça agréable d'aborder les défis organisationnels parce qu'au PAE, lorsque les gestionnaires nous appellent, parce que le soutien au gestionnaire est présent, ben, on va faire face à plusieurs de ces défis-là que les gestionnaires rencontrent. Fait que, on parle de diversité, de personnalité, de promotion, de la culture et d'inclusion. On parle souvent d'EDI ou de, ça dépend, il y en a qui vont parler de DEI, ça dépend toujours de dans quel sens on les place. Je disais à Héloïse cette semaine, c'est un sujet d'actualité. Ce qu'on voit actuellement, j'écoutais la radio cette semaine en faisant la route vers le bureau de Sherbrooke et il disait que même aux États-Unis, actuellement, il y a un courant pour renverser les politiques d'EDI parce qu'ils se rendent compte qu'à trop travailler la diversité, l'équité, l'inclusion, ben, on crée peut-être aussi des minorités. On est en train peut-être même de renverser certaines formes de racisme aux États-Unis où c'est les Blancs qui deviennent les gens victimes de racisme. Et au-delà de ça, il y a toute la culture organisationnelle aussi qui est affectée parce que on pense à Budweiser, par exemple, il disait que quand ils ont décidé d'endosser la fierté gay, ce qui est super bien, mais ils ont eu aussi des impacts sur leur marketing, ils ont eu des retours des purs et durs là, qui étaient vraiment des ambassadeurs de la marque. Fait qu'on dirait que là, on ne sait pas trop comment manœuvrer là-dedans. Oui, il faut l'endosser, mais il faut l'endosser à 100%. Et je pense qu'il faut l'ouvrir, puis je pense que tout ce qu'on va aborder dans les prochaines présentations, dans les prochains éléments qu'on touche, c'est le soyons ensemble. Oui, diversité, inclusion, ça va quand même rester. Je pense que c'est quand même bon d'avoir une certaine réflexion, de travailler cette politique-là, mais de ne pas oublier le soyons ensemble. La gestion des conflits. La gestion des conflits est l'enjeu le plus préoccupant pour moi cet automne en termes au niveau du programme d'aide aux employés. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus, qu'il y en a moins? Je vous rassure, c'est pas qu'il y en a plus. C'est juste que quand les conflits arrivent actuellement, quand on parle de travail, par exemple, en mode hybride, hein, on parle de connaître ses équipes, mais connaître une équipe, les nouveaux employés qui rentrent, qui vont peut-être travailler 100% en télétravail, 100% à distance ou encore 50% de leur temps, ça peut devenir difficile de les connaître assez bien pour être capable d'intervenir ou de prévenir selon tous les conseils et recommandations d'Héloïse. Mais l'enjeu qu'on a, c'est que la gestion des conflits actuellement, toutes les conversations qu'on a à 5 heures qui sont riches de sens, tu sais, le gestionnaire est frustré, puis on dit écoute, tel employé ne file pas bien aujourd'hui. On n'a peut-être plus accès à toute cette information-là. Et là, actuellement, les conflits qui nous sont adressés sont rendus à un stade où on doit faire une conciliation ou une médiation. La communication est complètement coupée. Fait que c'est comme si on n'avait plus nos signaux d'alerte pour mieux gérer les conflits. Fait que ça, c'est peut-être juste une petite parenthèse que je vous ouvre. Soyez attentifs, essayez de trouver c'est quoi les alternatives qu'on a pour voir comment vont nos équipes. Est-ce qu'il y a des situations conflictuelles qui arrivent présentement qui ne seraient pas gérées? La multiplicité des générations. On travaille dans l'intergénérationnel. Ça apporte des enjeux, des conflits de valeurs, des fois des enjeux de rapidité. Fait encore là, il faut ouvrir, il faut comprendre qu'on est différent. Mais être différent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer ou s'entendre. Fait que ça, c'est vraiment à travailler. On a aussi des styles de communication différents. Il y a des gens qui sont très rationnels. Il s'agit des fois, on prend un courriel de quelqu'un qui est un petit peu aux antipodes de nous. Pour se voyons, on sait qu'il veut dire, il me semble qu'il manque des détails. Et pour lui, tout est dit en quelques mots. Fait qu'il faut savoir s'adapter à nos styles de communication. Flexibilité et adaptabilité aux besoins et préférences. C'est peut-être, tu sais, longtemps, on le voit, il y a toujours un enjeu, un revers de la médaille. On peut s'adapter à chaque personne qu'on gère, chaque personne qui est dans notre équipe. On va s'adapter, mais toujours en tenant compte aussi des besoins de l'organisation. Parce que si on oublie les besoins organisationnels, on risque de se trouver avec des petits sabres dans notre engrenage, peut mener la petite roue, elle ne tourne plus. Ou c'est le gestionnaire qui en prend sur ses épaules pour compenser. À un moment donné, comme gestionnaire, on va se trouver en situation peut-être d'épuisement. L'épanouissement professionnel. Comment on fait pour que tout le monde trouve sa place? Et là, c'est une petite parenthèse sur la progression de carrière versus l'épanouissement. C'est deux enjeux maintenant différents. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste. Une personne pourrait rentrer et décider d'être, je ne sais pas, gestionnaire de projet toute sa vie sans vouloir devenir directeur de projet, puis c'est bien correct. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voudra pas plus de défis, qu'il ne voudra
pas plus de reconnaissance ou avoir des projets encore plus porteurs de sens pour sentir cet épanouissement-là. Fait qu'il faut faire une petite distinction. Maintien de l'équilibre, l'unicité et la collaboration. Elle le dit, hein, on est tous différents, mais en même temps, on est un tout. Fait que comment on va préserver l'équilibre? Ceux qui en veulent plus versus ceux qui vont moins vite ou qui en veulent moins. Comment on va préserver cet équilibre-là dans l'équipe? L'équité et la justice organisationnelle, j'étais contente de l'avoir quand Héloïse l'a inscrit. La raison pourquoi, c'est que même France Saint-Hilaire à l'Université de Sherbrooke nous mentionne souvent que la justice sociale, l'équité qu'on met à l'interne a un impact important sur la santé des gestionnaires. Donc, des fois, on va avoir des billets. Des fois, je dis toujours, demande-toi si ce que tu fais pour cet employé-là, tu le feras aussi pour un autre. Tu sais, des fois, les gens vont me dire, ben écoute, moi, les employés viennent se confier à moi, je suis bien ouverte, je vais l'écouter qui me parle de sa séparation. OK? Est-ce que tu es capable de le faire avec tout le monde, avec ce même intérêt-là, avec cette même qualité d'écoute-là? Peut-être qu'il y a des gens qui vont moins te rejoindre dans ton équipe. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, là, c'est là qu'on va mettre des fois la politique de référencement vers le programme d'aide, mettre des outils en place pour compenser des fois un comportement qui ne pourrait pas être toujours équitable pour quelqu'un et créer un sentiment d'injustice. La gestion du stress et du bien-être, hein, c'est un petit peu propre à chacun. On n'a pas tous notre même niveau de tolérance. On aurait pu parler de résilience aussi, hein, on n'a pas tous le même niveau. Fait que ça aussi, il faut savoir s'innover. Et tout ce qui est innovation et créativité. On arrive de la fin. J'espère que vous avez eu le temps de manger. On continue, Héloïse, avec faire connaissance pour améliorer nos relations de travail. Ben, ce qu'on dit, c'est l'empathie bidirectionnelle. L'image que j'avais, que j'ai trouvée, moi, que j'ai partagée avec mon équipe peut-être au printemps, c'était deux petits bonhommes, chacun sur notre petite colline. Puis il y en a un qui voit les petites pommes vertes, puis l'autre, il voit les pommes rouges. Bien, essayons des fois de traverser sur la colline de l'autre pour voir si son point de vue est aussi bon. Tu sais, des fois, on est chacun sur notre colline, puis là, on discute à hauteur, puis on s'estime sur quelque chose qui finalement, bien, les deux, on a en partie raison. Mais si on va se rejoindre, on va trouver le point d'équilibre entre les deux pour rétablir la communication puis répondre aux besoins des deux personnes. La gestion des conflits, toujours ne pas laisser se détériorer une situation conflictuelle, favoriser le maintien de relations positives au travail. La prévisibilité, hein, je pense qu'on peut des fois, quand on fait des annonces, qu'on a des projets, qu'il y a une surcharge de travail, on peut déjà prévoir comment les individus vont réagir et surtout mettre des fois les filets de protection nécessaires pour s'assurer que nos gens soient bien dans l'équipe. L'efficience, ben, c'est une meilleure connaissance de soi, de nos forces et nos faiblesses, ben, permet l'équilibre et la répartition du travail. Ça rehausse la productivité. Moi, j'avais tantôt en image pourquoi les gens ont été adhérés au test DISC Pinoma. Ben, c'est que chacun mettait son petit dessin sur la porte et disait, regarde, voici, moi, je suis comme ça. Maintenant, quand tu viens me parler, ben, surtout de me parler dans mon discours pour que je puisse m'entendre, c'était un petit peu ça. Hein, c'est plus qu'on se connaît, plus qu'on s'identifie, plus ça devient facile d'établir le dialogue, puis que ça va assurer une belle continuité, puis assurer un succès dans nos relations interpersonnelles. Au niveau de la connaissance de ça aussi, on s'est dit, ce serait quoi les outils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien beau de vous parler de tout ça, mais vous ne savez pas par où vous prendre ou comment le faire. Mais on vous a donné justement des idées de faire des ateliers sur les styles de personnalité. Ce n'est pas toujours obligé d'être complexe. Je pensais par exemple au jeu, ceux qui ne connaissent pas, mais le jeu de Totem, qui est un jeu où on va sortir nos valeurs ou ce qui nous démarque, peut être un jeu pour renforcer vraiment les liens de l'équipe et peut-être même arriver dans des zones avec la fenêtre de joaillerie, dans des zones plus privées, qui va faire qu'on va arriver dans la zone mystère. Je pense que ça peut être des beaux éléments déclencheurs. Apprendre à donner des feedbacks positifs. Hein. On parle souvent du feedback sandwich. Un bon commentaire, un commentaire qui est peut-être plus un petit travail à faire. Et finalement, ben, on revient avec du positif, on équilibre tout ça. Le jeu de rôle, les simulations, on va dans des formations avec les événements, les affaires et autres. Puis quand on reste pour les ateliers, on va souvent nous mettre dans le poste, OK, maintenant, tu es le syndicat ou maintenant, tu es la RH. Comment tu agis dans tel dossier? Puis d'être capable de se donner des rétroactions, puis d'essayer de voir justement, ça revient à rejoindre l'autre encore sur sa colline. Les moments de partage personnel, c'est important, je pense surtout pour l'accès justement à l'espace privé. Les ateliers de médiation pleine conscience, j'ouvrais la fenêtre avec Héloïse, on sait qu'aux États-Unis, c'est drôlement, hein, ils sont tellement dans la performance, mais en même temps, on sait que la médiation, la pleine conscience, c'est quand même des choses instituées à début des meetings, des fois un petit 5-10 minutes de réflexion, de pleine conscience, de couper des moments de meeting pour ramener après ça vers la concentration. Fait que c'est quand même
peut-être aussi des exercices à mettre en place. Et finalement, ben, Héloïse avait mis le bloc co-développement, qui est quelque chose, je pense, qu'on affectionne particulièrement chez Brio. C'est vraiment le co-développement, c'est que ça permet à chacun de jouer son rôle d'expert, de jouer le rôle et d'être dans l'approche vraiment solution, trouver des solutions. Puis je ne sais pas si Héloïse, tu voudrais compléter sur le co-développement, parce que c'est tellement Ouais. quelque chose que tu portes. Ce qui est le plus reconnu du co-développement, c'est que c'est une introspection sans qu'on ait à le faire soi-même. Les autres nous aident à le faire. Tu sais, des fois, il y en a qui sont peut-être réticents à les consulter alors qu'on le recommande fortement, mais c'est une forme de consultation en soi sans qu'elle soit nécessairement provoquée ou auto-administrée. Donc, c'est vraiment entre pairs. On va travailler ensemble sur sa posture professionnelle, sur les défis qu'on vit, puis être en mesure, dans le fond, de trouver des solutions, comme Vicky le disait, là, d'être vraiment en mode solution. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Avant de passer à la période de questions, juste un petit rappel. On n'a pas eu on a fait un défaut de temps, mais je vous rappelle que nos prochains Médias inspirants, celui d'octobre, pour ceux qui étaient inscrits, a été reporté au mois d'avril. Notre prochain va être en novembre. Ça va être sur les enjeux et perspectives 2025 au niveau RH. En janvier, on a un matin inspirant sur les enjeux du sommeil, tous les coûts du non-sommeil, trucs et astuces. En mars, on va parler de dépression et stress via l'alimentation. C'est le mois de l'alimentation. Puis en avril, on reprend avec le Média inspirant. Puis on vous prépare une journée de colloque présentielle, peut-être mode hybride. On est encore en exploration, mais qui va être fort intéressante aux alentours du 30 mai. Fait qu'on va vous revenir, mais vous avez accès à toute cette information-là dans nos menus respectifs Brio RH ou Brio PAE, dans le menu événements ou activités mieux-être. Je vous invite aussi à suivre les audios Brio qui sont aussi sur nos pages. Puis on roule la période de questions parce qu'une heure arrive rapidement. Félix, je te laisse prendre le Oui, contrôle. c'est ça. Écoutez nos réseaux sociaux, je vous dirais que c'est la meilleure façon. On a beaucoup de contenu qui sort. Justement, on a un balado qui vient de sortir avec Héloïse sur la gestion du changement. Chaîne YouTube, LinkedIn, Facebook. Sinon, sur notre site web, évidemment, vous avez toute l'information. Donc, merci beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas de. J'avais une question que je vais retrouver dans la conversation, Héloïse. On a Annick qui voulait que tu élabores peut-être un petit peu plus sur la conscience et le désir de se conformer socialement. Oui, bien, en fait c'est pas un trait de personnalité en soi, mais tout dépendamment du niveau de confiance qu'on a en nous versus, par exemple, l'anxiété de performance ou l'ambition ou bref, il y a différents traits qui nous mènent en quelque sorte à avoir un indice de désirabilité sociale. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on teste aussi là, dans nos outils psychométriques. Est-ce que cet individu-là a un désir de se conformer socialement, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que ça module beaucoup plus sa personnalité dans différents contextes qu'un individu qui n'a pas ce désir-là de se conformer socialement. C'est pas mauvais en soi, c'est peut-être juste à quel point on va avoir, dans le fond, une influence sur nos réels ou notre authenticité là, face à ce qu'on est vraiment comme profil de personnalité versus ce qu'on tente d'exprimer aux autres parce qu'on veut cette désirabilité sociale-là. Il y a une prise de conscience qui est possible, puis justement, en étant en mesure de mieux connaître, d'avoir une meilleure connaissance de soi, on va être en mesure de comprendre pourquoi je désire être socialement reconnu. Et c'est là qu'on est capable de travailler sur ces traits de personnalité-là pour plus que ça n'en devienne un mal nécessaire, en fait, qu'on arrive à être authentique avec nous-mêmes. Excellent. Donc, je ne sais pas, Annick, si ça répondait un peu à la question. Sinon, je vous dis aussi, il y a un enregistrement qui va être disponible, qui va être justement partagé sur notre chaîne YouTube. Je vais pouvoir vous communiquer l'information là, par courriel également. Puis le petit sondage qui a été envoyé un petit peu plus tôt que prévu. Mais en tout cas, vous avez le sondage disponible dans votre boîte courriel. Si jamais ce n'est pas le cas, je vais laisser mon courriel dans la conversation. Vous pouvez m'écrire, puis il me fera plaisir de vous l'envoyer directement. La présentation aussi là, était dans ce courriel-là. Donc J'ai vu voilà. j'ai vu une petite coquille. Si jamais vous appelez chez Brio RH que la ligne qui est exposée, ne faites pas le 0. Ça ne fonctionne pas. On a appris ça cet été. Oh. Faites le 101. Oups, 101. Fait que c'est juste 101 tout le monde. 101. C'est ça. Vous suivez le menu, ça va vous amener à la personne qui va vous répondre.
Je tiens vraiment à vous remercier d'être là en si grand nombre. On était au-dessus de 200. Moi, même si je ne vous vois pas, on dirait que je vous sens pareil avec nous. Puis les commentaires, ça nous aide aussi à vous sentir vibrer. Hein. On le fait pour vous, évidemment. Là. Merci vraiment beaucoup pour votre participation. C'est incroyable. Merci Héloïse, merci Félix, merci tout le monde. Puis une belle continuité pour le plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager avec aussi vos collègues, confrères, chefs d'équipe, superviseurs. On est toujours agréable. Si vous avez des sujets ou des thématiques, vous pouvez même les soumettre. On est toujours preneurs. Absolument. Donc, ça se déconnecte. On a quand même encore 80. Ah, ça descend. Ça descend. OK, voilà. Je quitte. Bye, hello. Bye. Bye. Bye.